Hello et salut le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Tous les James Bond l'ont porté, c'est la Touch 007, le costume bien sûr. Aujourd'hui, Smuggler nous livre ses secrets de fabrication. La créatrice de mode qui a le pied marin, c'est Laurence Maheo. Ses multiples casquettes et inspirations sont une vraie bouffée d'air frais. Besoin de souffler un coup, laissez-vous entraîner dans une balade au cœur d'un Paris bucolique rêveur, ne surtout pas s'abstenir. Paulette à bicyclette n'est pas une marque de vélo, mais une belle enseigne de joaillerie made in France. Ça donne envie de dire oui. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Du fait main, loin du rythme industriel et des objets impersonnels, c'est le défi de l'atelier singulier. Avec des petites collections ou bien des pièces réalisées sur commande, ils mettent en avant le savoir-faire des artisans français. Verre, cuir, métal, terre, papier ou encore textile, les richesses de l'Hexagone s'y exposent avec leurs petites irrégularités qui font qu'on se sente unique. Dans les années 50, il était le centre de tri du courrier de la ville de Lille et depuis 2004, ce bâtiment a fait peau neuve. Le tri postal qui porte bien son nom est désormais une place majeure de la création contemporaine lilloise. Ils multiplient les casquettes en hébergeant performances et fêtes pour roseaux de nuit. On leur envoie un billet doux. Des sneakers rouges assortis à une tarte framboise passion, des chaussures italiennes qui matchent avec une meringue aérienne ou encore une paire de derbies raccord avec un éclair vanille tonka. Les meilleurs duos chaussures dessert du compte Instagram Desserted in Paris se retrouvent dans un livre Pâtisserie de Paris pour le plus grand bonheur des gourmands choux addicts. Bali, Tulum ou encore Annecy, ce sont peut-être vos prochaines destinations de vacances, mais c'est surtout le nom des différents modèles de ces drôles de tentes. Mia Sun a décidé de vous offrir de l'ombre dans un joli packaging. Motifs géométriques assortis à vos parios seront les meilleurs copains de vos sessions bronzettes responsables. On s'y abrite pour jouer aux cartes ou somnoler. Pour vos missions les plus secrètes ou simplement pour avoir le chic à la française, quoi de mieux qu'un smoking à observer sous toutes les coutures chez Smuggler. Pour être aussi classe que James Bond, rien de bien compliqué. Il suffit de porter un costume. Si l'on a longtemps été habitué au simple costume noir à coupe droite, le costume n'a pas toujours été sobre. Au XVIIe siècle, dorures et dentelles étaient de rigueur, alors qu'au XIXe, inspiré par la mode londonienne, le costume devient plus sobre. Et depuis les années 1900, fini la redingote, les vestes se raccourcissent et les pantalons se portent de plus en plus ajustés. Le costume a donc su traverser les époques tout en restant un incontournable de la garde-robe masculine. Et pour jouer aux agents secrets, pas la peine de traverser la Manche. Dans cette boutique parisienne, on propose des costumes sur mesure, made in France. Le prêt-à-porter, c'est un produit à emporter, c'est-à-dire qu'il est fabriqué, on l'achète tel quel. Ce qui est intéressant dans un produit sur mesure, comme je vous l'expliquais, c'est que ça nous permet de pouvoir faire un vrai travail de tailleur, c'est-à-dire de comprendre ce que le consommateur a vraiment envie. Première étape, et pas des moindres, le choix du tissu. Soit cachemire, laine, la maison propose plus de 1000 références. Et vu qu'en France on ne rigole pas avec le style, tout est pensé dans le moindre détail. Au-delà des conformations, il y a effectivement une personnalisation qui est, je ne dirais pas sans limite, mais on peut faire beaucoup de choses. Au-delà de la personnalisation, par exemple, sur les intérieurs, sur les doublures, on peut choisir le nombre de poches, la largeur du revers, on peut choisir la largeur de l'épaule, la largeur du bras, la hauteur du pantalon, si vous avez envie de porter un pantalon plutôt taille basse, plutôt taille haute. Si dans les années 80, la mode était au costume beige, gris et noir, aujourd'hui, ces messieurs ont une nouvelle couleur préférée. Donc aujourd'hui, on vend 80% de costumes bleus. On est moins austère dans un costume bleu. D'ailleurs, vous pourrez regarder que tous nos politiques aujourd'hui s'habillent tous en bleu. Vous regardez, il y a 20 ans, ils étaient tous en gris, donc c'est assez étonnant. Et il y a vraiment un changement sur la couleur du costume. C'est à Limoges que la fabrication est assurée. Dans le dernier atelier français à maîtriser la fabrication d'un costume. Smuggler possède l'un des derniers sous-traitants effectivement du costume français et qui possède ce savoir-faire en fait et une main en fin de compte d'une qualité qui est assez exceptionnelle où en fait on est capable de faire à la fois du semi-entoilé traditionnel ou de l'entoilé complet traditionnel ou du semi-traditionnel. Enfin, il y a une capacité au sein de cet atelier qu'on ne trouve pas ailleurs pour le moment.
Toutes les demandes et les mesures sont résumées sur cette petite feuille. C'est grâce à ce précieux sésame que la fabrication du costume va commencer. Toutes les données sont entrées dans l'ordinateur pour commencer le tracé du patron. Une fois que ces lignes sont tracées et sont créées, on va commencer par la coupe. À partir de ce moment-là, les devants, avec leurs pinces, les petits côtés vont être montés, les dos vont rejoindre et après on va passer dans la construction de cette forme du corps, où effectivement on va la rendre plus solide, on va lui donner une forme par le biais des plastrons. Vient ensuite la construction des lignes d'épaule, où en fin de compte on va monter épaulettes, cigarettes, voire olives, mais tout ça c'est des termes bien compliqués. Ensuite vont arriver le montage des manches, mais est-ce que ce seront des manches ouvertes, complètement fermées, ou des manches façon tailleur? Là aussi on a une grande complexité au niveau du montage de manches, et jusqu'à la presse qui va mettre en forme en fin de compte toute cette armature-là, et jusqu'à la dernière étape qu'on appelle le bichonnage. En fin de compte, on va prendre soin du vêtement et s'assurer que son tombé sera parfait une fois sur le client. Aujourd'hui, l'entreprise sort plus de 8000 costumes par an, un chiffre qui ne trahit pas l'engouement des Français pour cette pièce. Même lorsqu'on n'est pas obligé de s'habiller en costume dans sa vie professionnelle, dans le cadre des cérémonies, on a toujours besoin d'avoir un beau costume. C'est quelque chose d'important. Un costume, on se l'approprie, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est un peu comme son jean. Il faut avoir un jean basique, il faut avoir son costume fétiche. Comme quoi, se faire tailler un costume, ça peut avoir du bon. Laurence Maheu vogue entre mode mix and match avec la Prestige Whiston et son activité ostréicole. Rencontre avec une créatrice qui n'est jamais à contre-courant. Laurence Maheu, c'est la fusion de deux univers qu'on n'associerait pas de prime abord. D'un côté, il y a la créatrice de mode et sa marque unique en son genre, la Prestige Whiston, créée en 2004. De l'autre, l'ostréicultrice qui a repris l'entreprise familiale suite au décès prématuré de son père la même année. Mais justement, Laurence n'a pas choisi l'un ou l'autre. Elle a décidé de mener de front les deux, et c'est comme ça qu'elle se sent bien. Je ne fais pas la différence, en fait. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est vraiment de faire les deux. Je me sens pas dans deux choix ou dans deux métiers. Je me sens moi-même finalement relativement conciliée. Dans ces deux univers, Laurence garde le même cap et les mêmes principes. Slow fashion et slow food, même combat. Choisir entre la gastronomie et le low cost de la food, et même chose des vêtements jetables, ou se dire qu'on préfère faire peu et pérenne, et ça part de la même démarche. D'un côté, cette démarche s'exprime grâce à une marque pas comme les autres, qui allie belle matière, coupe sophistiquée et motif un brin décalé. Un univers qui a su séduire les internautes lors du concours international Elle Fashion Now en 2017, au cours duquel Laurence a été choisie pour représenter la France. Moi, je me sens très bien dans ces vêtements. Je les trouve féminins, fluides, faciles à porter quand on voyage, quand on est à Paris. Et où on a ces valeurs de mix and match, c'est-à-dire de ne pas mettre des choses très habillées tout ensemble ou des choses très décontractées tout ensemble. C'est de mélanger. Et Laurence, elle mélange. Donc je pense que ça a à la fois plu au public français et aux internautes français, et en même temps aux rédactrices de mode au journal. Au cœur des créations de Laurence, un choix de matières précieuses et durables. Ce sont toujours des matières qui vont durer et vivre, en général 100% naturelles bien sûr, et dans des qualités luxueuses, c'est des soies. C'est de l'angora, du cachemire bien sûr, mais aussi de la ristweed, des purs lainages, des belles maisons anglaises. Parfois des classiques un peu même chiants, j'aime bien ça. Vraiment inspiré du vestiaire masculin, très très classique, très Prince Charles. Oui, la Prestige Whiston a un côté espiègle aussi, qu'on retrouve dans les dessins que Laurence réalise en collaboration avec des illustrateurs. Mais assez parlé mode, parlons huîtres. Ce jour-là, Laurence convie quelques-uns de ses proches à un déjeuner au Vepler, l'une des prestigieuses enseignes parisiennes qui sert ses huîtres. Elles sont délicieuses. L'occasion de savourer le travail ostréicole de la maison mère, sa marque d'huîtres élevée de manière traditionnelle dans le golfe du Morbihan. Une démarche qu'elle mène en stricte opposition avec l'ostréiculture industrielle qui produit des huîtres stériles, chimiquement modifiées au nom d'un rendement plus important. On a un aussi joli produit que les huîtres chimiquement modifiées. Et donc, comme j'ai accès à la presse et qu'on en parle, de plus en plus de groupes, effectivement, viennent à nous pour retrouver une qualité mais comme dans tous les domaines, une qualité de production, une qualité d'élevage, une qualité de transmission, une défendre des vrais sols et des jolis produits. Laurence fait partie d'un monde qui m'est très cher, c'est-à-dire les gens qui défendent la nature
qui défendent le vivant, parce que nous sommes en grand danger de façon générale. L'huître triploïde chimiquement modifiée est bien plus répandue qu'il n'y paraît, alors que les consommateurs n'en sont pas avertis. C'est pourquoi des personnalités comme Alain Chamfort ont choisi de se faire porte-parole de cette cause. Quand des gens font l'effort de s'inquiéter de la qualité des produits qui nous nourrissent, je pense que c'est important de les aider, quoi. En bref, avec Laurence, tout est une histoire d'élégance. L'élégance, elle est à défendre au niveau vestimentaire, mais avant tout, l'élégance, c'est intellectuel. Donc intellectuel, bien produire, respecter la nature, travailler avec les saisons, capter des naissains en mer, oui, c'est une forme d'élégance. Aujourd'hui, c'est dire oui, je préfère travailler comme ça, gagner moins d'argent, mais répondre à mon fils dans 20 ans qui me demandera mais qu'est-ce que tu as fait toi pour la planète? J'ai fait ça. Voilà. Je n'ai pas buté la planète. Et inéluctablement, la frontière entre ostréiculture et mode en devient très poreuse. Parfois, un monde vient nourrir l'autre. Le vestiaire féminin que je défends vient vraiment de la masculinité et du travail, de l'uniforme, du pantalon de marin, des choses hyper robustes. Voilà, donc ça déclenche. De même, lorsque Laurence propose des points de restauration éphémères autour de ses produits, la déco est signée La Presti Cuiston. Avec son imagination sans limite, Laurence Maheo a bien quelque chose de la perle rare. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de nous recevoir Merci à vous. au milieu de votre belle collection. C'est gentil, merci. Laurence, les deux histoires de votre vie commencent bel et bien dans votre enfance. Celle de Laurence Maheo, la Presti Cuiston, créatrice de mode, avec vos grands-parents qui avaient des tissus, un magasin de tissus. Oui, qui s'appelait Tout Tissu Couture, à Vannes, rue Saint-Salomon. Ouais. Et celle de l'ostricultrice, la maison mère, avec votre papa qui était ostriculteur de père en fils déjà. Oui, depuis plusieurs générations, à Baden, dans le golfe du Morbihan. Alors parlons d'abord de Laurence, la créatrice de mode. Vous êtes autodidacte et vous avez commencé donc à voir des jolis tissus chez vos grands-parents. Et ensuite, ça s'est passé comment? Moi, j'ai grandi dans des belles matières. Donc j'ignorais qu'on faisait des vêtements avec autre chose que des belles matières. J'ai toujours voulu être couturière, je crois. J'ai commencé mes premiers vêtements à 6 ans et puis ensuite... Avec mon petit ami quand j'étais adolescente, mon petit ami avait des parents qui étaient importateurs de fripes et c'était génial. Enfin, c'était ma caverne d'Ali Baba et là j'ai appris en travaillant avec les vêtements anciens, en les regardant, j'ai eu le sens de la coupe, je crois. Et le nom de la Presti Cuiston, ce sont le nom de vos deux poupées préférées. Je regardais une petite fille jouer dans un lobby d'hôtel et je cherchais un nom pour mes pièces uniques. Et j'ai dit à la personne avec qui j'étais, moi, mes poupées, elles s'appelaient, quand j'étais petite, il y en avait une qui s'appelait Prestique et l'autre Wiston. Il m'a dit, mais c'est super. Et en fait, comme j'avais aucune idée, je dis, si tu le dis, c'est que c'est super. Donc ça vient pas en fait vraiment du prénom de mes poupées, mais oui, il se trouve que ça l'est, ouais. Laurence, vous travaillez beaucoup avec des artistes, avec Laurence Kiberlin par exemple, avec Macon Lescois, pour créer un pont entre ces deux mondes aussi. Par exemple, avec Macon Lescois, les broches brodées, vous avez fait une broche en forme d'huître. Ouais, un petit ponton stricole également, et un Manitou, un camion élévateur, un petit chariot Manitou. Alors Laurence, l'ostricultrice, qui a repris, après le décès de votre papa prématuré, le domaine familial. Comment vous avez fait? Au départ, vous n'êtes pas une spécialiste non plus. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout une spécialiste. Je ne faisais que du bateau et manger des huîtres avant. Ma vie était super. Comment vous avez trouvé votre place là-dedans? On apprend tout. On apprend la taille des huîtres. On demande, alors là, il y en a combien sur quel parc? C'est ton père qui savait, très bien. On ne va quand même pas les compter une à une parce qu'apparemment, il y en a 20 tonnes. Donc, OK, il y en a 20 tonnes. C'est ton père qui savait. Bon, voilà, enfin, tout est parti. Il y en a 20 là, il y en a 40 ici. Alors j'ai été très aidée aussi par les amis de mon père. Alors, pareil comme dans la mode, vous avez l'amour de l'excellence. Vous maintenez qu'une huître bien produite prend 3 ans minimum et pas 18 mois comme en font d'autres, et que c'est comme ça que ça doit se faire. En fait, moi, j'ai continué à faire ce que faisait mon père, c'est-à-dire capter des huîtres en mer à la saison des pontes et les élever de manière traditionnelle. Et je me suis aperçue 1 an après la mort de mon père, quand il y a eu des premières mortalités hyper importantes à hauteur de 80%, quand même, qu'en fait, il y avait des huîtres
dites triploïdes qui sortaient des laboratoires, donc chimiquement modifiées. Hein, c'est un OCM et que le consommateur l'ignorait, que moi-même je l'ignorais et je trouvais qu'on marchait sur la tête, quoi, de faire des produits stériles alors que toute la beauté de ce produit est justement c'est un produit de luxe. Normalement, une huître, ça n'a pas à devenir une industrie. On n'a pas besoin de manger des huîtres toute l'année, d'en avoir à toutes les sauces. Enfin, c'est le nouveau saumon, c'est l'huître. Je trouve ça absolument dégueulasse. Surtout que ce qui est vraiment pas juste, c'est que le consommateur ne le sache pas. Alors, Laurence, votre univers est assez complète entre la mode, les huîtres, les accessoires pour la maison maintenant, et l'écriture. C'est toute une expérience. J'écris mes collections déjà parce que je ne sais absolument pas dessiner, mais absolument pas. Donc j'écris que le col doit être ça, donc c'est ce qui me donne des idées. Et oui, j'écris, j'ai toujours écrit, donc j'écris aussi. Et vous allez publier? Ouais, c'est ça qui est bien. Merci Laurence. Merci. Une capitale champêtre, florale et qui se laisse vivre au rythme de la nature, ça existe et ça se passe à Paris. Repérage tout en douceur. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré un Paris bucolique. C'est dans une ambiance fleurie et lyrique que nous vous plongeons cette semaine. Et quoi de plus poétique que de débuter notre balade au marché aux fleurs? C'est ici, dans l'un des 4 kiosques place de la Madeleine, que loge une boutique au charme idyllique. Il faut d'abord tout nettoyer les végétaux, c'est-à-dire enlever tout ce qu'on va avoir dans la main et qui va tremper dans l'eau, parce que c'est ce qui pourrit en premier. Et donc le bon travail du fleuriste commence par un bon nettoyage. Girls and Roses, c'est l'histoire de 2 férus d'art et de déco. Après s'être rencontrés à l'école des fleuristes, Delphine et Philippa décident de monter ensemble leur propre affaire. Passionnées par le savoir-faire artisanal, elles quittent leur poste de graphiste pour l'une et de commercial pour l'autre afin de devenir les reines des fleurs. Ma mère dit que petite, je disais que je voulais être fleuriste et poète. Voilà, je ne m'en rappelle pas, mais non, c'est marrant, finalement, c'est vraiment une reconversion. C'est plus par le métier artisanal que je suis venue à la fleur. Je ne suis pas spécialement fan des Guns N' Roses, mais c'était pour le côté un peu rock, un peu marrant, quoi. C'est un nom dont les gens se rappellent, en fait, donc ça marche bien. Au départ, spécialisée dans les plantes et autres curiosités végétales, la boutique s'est peu à peu élargie aux fleurs. On trouve donc de tout dans cette caverne d'Ali Baba. Mini cactus, terrarium, roses aux multiples couleurs. Philippa puise son inspiration directement dans la nature. Je trouve que ce qui est important, c'est de respecter le végétal. C'est que la fleur, il faut respecter ses besoins, le milieu naturel dans lequel elle l'a poussé, etc. Il faut le comprendre, le végétal, pour mieux s'en occuper. Donc la fleur, vraiment, c'est périssable. Quand on est commerçant, il faut savoir jongler avec ses arrivages et respecter son produit. Et Philippa, une astuce tendance à nous faire partager? Souvent en été, en plus, c'est les fleurs qui sèchent bien, toutes les fleurs des champs. Donc pas hésiter au bout d'un moment à enlever son bouquet de l'eau, puis on le met la tête en bas bien proprement. Et en fait, on va garder un bouquet pour sécher. Ça revient finalement pas mal à la mode, quoi. On prend note et maintenant on reste dans le même registre, mais cette fois avec une pointe de gourmandise. Pour notre deuxième adresse, on vous transporte tout droit vers le jardin d'Éden, ou presque. Niché au beau milieu des bois dans le parc de Saint-Cloud, ce restaurant guinguette porte parfaitement son nom. Un oasis à la déco colorée et fleurie. Parasol jaune et rouge, nappe à carreaux et fleurs à gogo, on ne peut qu'apprécier le charme bucolique du lieu. C'est une guinguette mais sans musique, parce qu'ils aiment bien le calme et respirer un peu le grand air. Les Parisiens aiment bien venir au Chêne de l'Oasis car ils se sentent en vacances. Ça fait quelques années qu'on a commencé à fleurir le Chêne de l'Oasis et on continue à essayer d'y mettre un peu plus de plantations de jour en jour. Quant à la cuisine servie, ici on prône la simplicité. On peut y déguster un ensemble de mets traditionnels et autres petites douceurs. Cuisine française bien sûr, mais on a un petit peu de mélange quand même italien. On a une salade italienne, on a un curry d'agneau. Il y a quand même une belle vue, il y a un pré, c'est très très sympa. Donc les familles aiment bien venir ici se poser le dimanche, passer toute une après-midi avec les enfants autour du chalet. Ce petit coin de paradis ouvre ses portes entre mars et octobre. Alors en attendant d'apprécier la compagnie de ces charmants serveurs, que diriez-vous de poursuivre notre balade dans un havre de verdure qui vaut le détour? Terminons donc notre excursion au cœur du bois de Boulogne. Loin d'être une bagatelle, ce parc offre un cadre exceptionnel.
Végétation luxuriante, statues, cascades artificielles et ribambelles de ponts, on se croirait plongé dans un poème de Victor Hugo. Tout au long de la balade, on croise la route de milliers d'espèces de fleurs différentes ainsi que de petits compagnons à plumes prêts à vous tenir compagnie et à vous faire la conversation. On ne peut également passer à côté du château autrement surnommé Folie d'Artois, fruit d'un pari entre la reine Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Il n'aura fallu qu'une 60aine de jours pour construire cet édifice au style néo-paladien qui a pendant très longtemps accueilli des soirées un peu olé olé. Lorsque la ville de Paris rachète le domaine, elle met en place sa célèbre roseraie de 1500 espèces qui contribue aujourd'hui à faire la renommée mondiale du parc. Tous ces éléments font du parc de Bagatelle une adresse idéale pour les romantiques ou les poètes en mal d'inspiration. Alors, à vos plumes! De l'or au bout des doigts, ok, mais encore mieux quand il vient de chez Paulette à bicyclette. Ses créations équitables et respectueuses des droits de l'homme donnent le là. Une alliance aussi équitable que votre café, c'est aujourd'hui possible grâce à la joaillerie éthique. En 2010, Hélène Grassin lance Paulette à bicyclette, sa ligne de joaillerie éthique et non pas de vélo. Le concept des bijoux en or équitable respectueux des droits de l'homme, mais aussi de l'environnement. Et cet or, il vient donc de mines dans lesquelles, premièrement, il n'y a aucun enfant qui travaille dans ces mines. Alors, deuxièmement, les mineurs hommes et femmes ont des salaires qui sont décents et qui sont égaux, c'est important. Et bien dans ces mines, les galeries, elles sont sécurisées, tout le monde a ses équipements de protection. Voilà, tout est prévu si jamais un mineur se blesse. Ça touche bien évidemment l'environnement. Le cyanure et le mercure, leur utilisation elle est réduite au minimum. De plus, quand un joaillier achète 1 kg d'or équitable, 4 000 € sont reversés à la communauté minière pour développer des infrastructures telles que des écoles. Pour les pierres, Hélène, alias Paulette, travaille avec des saphirs équitables. En revanche, il n'existe pas encore de label pour les diamants. Si aujourd'hui Hélène crée des bijoux de mariage, ça n'a pas toujours été le cas. Auparavant professeure à l'étranger, elle découvre la création de bijoux en pierre fine auprès d'une amie. Elle tombe alors amoureuse de ce métier et décide de se former à la joaillerie. J'ai eu envie de lancer ma collection de joaillerie, mais en fait je tournais en rond, je n'y arrivais pas parce que je connaissais déjà les conditions d'extraction de l'or et ses conséquences. Aussi bien humaine qu'environnementale. Et pour moi, c'était juste pas possible du tout que mon travail cautionne ça. Et puis, je suis tombée sur la mine de Oro Verde, en Colombie, qui était l'une des premières mines d'or équitable. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques marques de joaillerie éthiques qui utilisaient cet or-là. Je me suis dit, mais moi aussi, c'est parti. Paulette à bicyclette devient alors la première marque française à être labellisée Fairmind. Les bijoux éthiques sont fabriqués derrière le showroom, mais alors, comment sont-elles faites ces alliances de futurs mariés? Nous, ici, on va faire une maquette en cire qu'on va envoyer en fonte. Et le bijou, il arrive, il a déjà sa forme. Alors, il est très très loin d'être fini parce qu'il faut encore entièrement le décaper, le reprendre, le poncer, le polir, l'émeriser, etc. Et quand l'or arrive sous forme de grenaille, eh bien, c'est à nous de le forger. Les joailliers font ce qu'on appelle une forge artisanale entièrement à la main. Ils chauffent le métal jusqu'à le faire couler. On en fait une sorte de boudin. Et petit à petit, ils le laminent, ils l'étirent pour lui donner la forme dont on a besoin pour réaliser l'anneau. Reste encore à sertir les pierres pour certains modèles. Et faire la finition pour d'autres. Car la signature des bijoux de Paulette à bicyclette, c'est ce jeu de textures inspiré par la nature. Même j'ai 40 ans, je peux encore collecter des écorces d'arbres quand si je me balade dans la forêt, des brindilles ou des pierres qui auront une texture un peu particulière. Je peux encore me balader accompagnée comme ça. Donc ça me fascine, vraiment les textures incroyables qu'on peut voir à l'œuvre dans la nature. Et j'essaye de les transposer sur le métal. Qu'est-ce que ça donne de les interpréter sur le métal?
et de jouer avec tout ça. Les bijoux éthiques sont de plus en plus demandés par une clientèle responsabilisée. Aujourd'hui, de nouvelles mines sont en cours de labellisation et de plus en plus de joailliers s'intéressent à l'or équitable. De quoi briller l'esprit tranquille. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, soyez chic toujours. Bye!